Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Bon, allez, bonjour à tous. Bonjour, nous sommes avec Romain Cristofini. Romain, merci d'avoir accepté notre invitation. Romain, on t'a en fait rencontré une première fois, plutôt on t'a écouté une première fois, c'était au printemps 2020. Le podcast Tipping Point n'existait pas. C'était à l'occasion d'une soirée en visio avec la communauté des leaders éclairés. Jean-Pierre Gou nous présentait One Home et Pierre-Yves Antras de Haute-Savoie Habitat nous partageait son expérience de retraite silencieuse qu'il a fait avec son équipe, retraite pendant laquelle ils ont entendu qu'ils devaient se préparer à travailler autrement. Et nous, on a été touchés au cœur dans ce moment-là. Romain, c'est pas simple de te présenter, de résumer ton parcours, parce que il est riche et inspirant. Mais si je devais malgré tout dire deux mots, je dirais voyageur et guide. Alors on va sans doute aborder de nombreux sujets, la sagesse, la spiritualité, le leadership, la puissance d'être soi, la mission de vie. Et finalement, on verra bien où nous mènera cette discussion et cette rencontre. Romain, je te laisse la parole. Qui es-tu ? Tu commences par la question, en tout cas par une question qui est ardue. La plus dure. Peut-être une des plus difficiles, mais pour se plier à l'exercice, j'ai 51 ans, bientôt 52, j'ai 3 enfants. Je vis en Provence, près d'Aix-en-Provence. Je dirais que je suis un homme qui essaye de trouver de la joie, du sens, dans un monde que je vois en difficulté, ou en tout cas en difficulté, en profonde mutation, dans une époque qu'on peut qualifier à la fois de difficile et de fantastique. Et j'essaye de faire mon chemin là-dedans, avec peut-être un vieux schéma ou une vieille valeur, en tout cas qui est malheureusement moins présente dans notre société, qu'on valorise beaucoup moins, qu'on pourrait appeler la sagesse, pour faire simple. C'est-à-dire comment est-ce que je peux avancer dans ma vie en essayant d'en percer un petit peu les mystères, en essayant de devenir peut-être une meilleure personne, et puis en amenant au monde ce que je peux lui amener. Donc voilà pour l'essentiel. Le reste, c'est des façons d'essayer d'amener cette pierre-là. Moi, donc je suis engagé depuis presque une dizaine d'années. D'ailleurs, je vais fêter mon 2e anniversaire, parce que je me suis offert un 2e anniversaire de vie, qui est le 1er avril. Parce que le 1er avril 2014, j'ai changé, j'ai fait un virage de vie, puisque j'ai cédé l'entreprise que j'avais montée et que j'avais développée pendant une 12aine d'années pour ouvrir un nouveau chapitre. Et donc voilà, donc je suis bientôt là à fêter les 10 ans d'un virage où je m'étais dit vraiment comment est-ce que je peux retrouver toute ma liberté pour être au plus proche de la vie. Comment est-ce que je peux servir le monde tout en m'épanouissant? Comment est-ce que je peux peut-être à la fin, quand le chemin s'arrête, être en paix, quand la mort arrive, et avec le sentiment d'avoir vécu, mais d'avoir aussi été utile? Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Le reste, c'est un chantier en cours. C'est du work in progress. Ouais, work in progress, avec l'âge de la cinquantaine qui est intéressant, qui est vraiment intéressant. Parce que le début de la cinquantaine, en tout cas,
ce que je vis me place. Après, on pourra parler de la quarantaine qui a été quand même intéressante aussi, mais je pense que tous les âges sont intéressants. Mais la cinquantaine place vraiment. Il y a quelque chose qui quand même qui vieillit, en tout cas en moi. Le corps commence à montrer ses limites. Il y a quand même quelque chose où on se dit tiens, c'est quand même l'âge. On peut avoir un gros pépin de santé aussi. Et donc il y a une espèce de mouvement qui invite à plutôt mouvement un peu hédoniste, qui consiste à se dire faut que j'en profite parce que le temps qui reste, on ne sait pas. Et puis en même temps, quand on a des convictions ancrées, quand on a quand même une certaine forme d'altruisme et puis une grande conscience, ou en tout cas une conscience de tout ce qui se joue en ce moment, ben, il y a un mouvement qui est contraire, qui dit ben non, il faut que tu continues à donner parce que c'est le moment, parce que c'est vraiment le moment d'offrir ce qu'on a à offrir au monde. Et donc voilà, il y a ces deux tectoniques qui sont intéressantes entre quelque chose qui est plutôt du comment je reviens à moi ou en tout cas, oui, comment je m'autorise à revenir à moi, à mes désirs, à vivre finalement, à me remettre vraiment au centre. Et puis à côté de ça, bah, c'est aussi un âge oui, où je crois que le monde a besoin de sagesse. Je crois que le monde a besoin des anciens aussi. Alors, je suis pas encore un ancien, mais je suis sur le chemin et et donc on a besoin de la puissance, de la vitalité de la jeunesse. Mais moi, je fais partie des choses qui m'activent un peu émotionnellement quand j'entends des gens de mon âge ou plus âgés qui disent, «Non mais c'est pas grave, le monde ça va aller parce que les jeunes, ils sont extraordinaires les jeunes, ils se retroussent les manches, ils sont super, mais nous on va continuer à aller au golf», hein. Je caricature évidemment, mais il y a quelque chose en moi qui dit: «Non, c'est pas OK». C'est pas OK, c'est-à-dire que les générations, des quinquas et plus vieux, on a pleinement notre rôle à jouer pour vous soutenir, pour soutenir les jeunes générations qui sont elles-mêmes en prise avec d'autres formes de paradoxes. Mmh. Donc voilà, je suis un peu à cet endroit-là en ce moment. Et qu'est-ce qui te donne de la joie? Hem, Qu'est-ce qui me donne de la joie? J'avais c'est pas une question simple parce que il y a différentes formes de joie, on va dire. Hem, il y a la joie superficielle, de la petite satisfaction, hem et donc je vais avoir plein de petites satisfactions, par exemple de travailler avec une entreprise, de faire un beau séminaire avec elle, de finir un coaching, d'avoir, un échange chouette avec quelqu'un. Et puis il y a moi ce que je recherche et ce que je trouve pas forcément toujours parce que la joie, j'avais retenu de Frédéric Lenoir qui avait écrit sur la joie, il disait: «La joie, on la décide pas, on peut créer les conditions pour qu'elle émerge, mais à un moment donné, elle jaillit et on sait pas trop pourquoi». Et donc il y a cette joie profonde là et cette joie profonde, c'est, et ben, on revient un petit peu avec ce qui est ma quête, c'est le sentiment de vivre un moment qui est intense, qui est fort, qui est au plus près de la vie, qui est plus près de son mystère. Parfois, on pourrait appeler ça des moments de grâce, des moments où le temps s'arrête, où il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une immense gratitude qui s'élève. Et ça peut être des tout petits moments fugaces, des moments qui surgissent comme ça, ou ça peut être des moments sur lesquels on a œuvré pendant un certain temps pour qu'ils adviennent. Euh, mais je dirais que les grandes sources de joie, moi, il y a une chose sur laquelle je craque malgré les années, c'est les bébés. Il y a quelque chose, j'ai un problème avec les bébés. C'est que pour moi, un bébé, c'est un miracle. Donc, dès qu'il y a un bébé, quand je suis dans le train, je vois un bébé, je m'arrête, je glousse, parce qu'il y a un truc de magique à ce niveau-là. Euh, je reste très, très, si j'ai beaucoup de joie devant la beauté du monde. Je crois qu'il y a quelque chose ici aussi qui est à peut-être réexplorer pour notre société. C'est de voir à quel point ce monde est beau. Et pas beau simplement comme une carte postale, mais beau, c'est-à-dire qui vient me pénétrer dans le cœur, qui vient un petit peu calmer ce qui se passe dans ma tête et avoir ce sentiment d'être connecté au tout. Et là, il y a de la joie, ouais. Il y a de la joie et quelque chose
Il y a quelque chose du petit moi qui s'efface, hein, de toutes mes histoires d'être humain ou de monde humain. Parfois sont pesantes, parfois compliquées. Il y a quelque chose, voilà, donc je fais de la photo, j'aime beaucoup voyager, c'est compliqué maintenant, mais voilà, ça me remplit, ouais. Ça Mmh. Oui, et il est magnifique ce livre, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, que tu as nommé, Romain, La joie de, Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir, ouais. Et j'avais une deuxième question, tu disais il y a 10 ans, j'ai opéré un point de bascule, allez, osons le mot comme nous sommes sur Tipping Point, pour retrouver ma liberté. Qu'est-ce qui toi t'entravait? Et peut-être, si je le relie de manière encore plus grande à tes convictions, qu'est-ce qui nous entrave dans notre liberté aujourd'hui? Alors moi, ce qui m'entravait, si on se place dans un contexte, ce sera plus concret. J'avais, donc 42 ans à l'époque et j'avais monté une entreprise quand j'avais la trentaine. Donc ma première entreprise et cette entreprise qui s'était beaucoup développée, c'était dans le champ de la prévention du stress au travail, des risques psychosociaux, c'était assez pionnier à l'époque. On n'en parlait pas autant. Et cette entreprise s'est pas mal développée et donc m'a amené dans un rythme de vie euh, qui était assez chargé, beaucoup de travail, donc jusque-là tout très classique, beaucoup de TGV, moins classique, mais quand même beaucoup de gens vivent ça aussi. Et puis progressivement, alors que le succès était au rendez-vous, quelque chose en moi qui a commencé à se rebeller, si je dis comme ça. Alors ça arrive tout doucement. C'est au départ, on se dit, mais quand même, je bosse beaucoup. Après, c'est les enfants qui, quand ils grandissent, commencent à exprimer et appuyer sur les endroits dont ils sont maîtres. Hein. T'es pas beaucoup là, papa, etc. Donc quelque chose qui dit, attends, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que c'est ça? Alors, ok, ça marche, c'est super. Ça coche un certain nombre de croix en termes de réussite, en termes de réussite matérielle aussi, en termes d'identité sociale ou de reconnaissance professionnelle. Mais il y avait quelque chose en moi qui s'est installé progressivement, qui a dit c'est trop. Et ce qui a vraiment occasionné une prise de conscience de ce qui était en jeu pour moi, ça a été, à l'époque, c'était la crise en 2008, où en 2008, j'ai vu que ma boîte, en fait, pouvait mourir. Et quand on se construit en tant qu'entrepreneur, en tout cas moi, hein, il y a quelque chose de l'ordre de, évidemment, il faut que ça marche. Il y avait quelque chose pour moi qui était de l'ordre de, ok, je suis ok pour en baver, parce qu'à un moment donné, il y aura le fruit de tout ça, hein, si je le dis comme ça. Donc il y avait une démarche matérielle hein, derrière ça, dans mes moteurs de l'époque. Et puis en 2008, quand tout menace de s'effondrer, je dis mais en fait, premièrement, je vais peut-être avoir fait tout ça pour rien. Donc sentiment de pouvoir perdre. Ouais, je suis encore sur quelque chose de très matérialiste. Et le deuxième truc, le corollaire de ça, c'est que quand je me suis dit, mais je vais sortir de ce truc-là, je me suis aperçu que je ne pouvais pas en sortir si facilement. Donc, je me suis retrouvé, moi qui étais et qui suis toujours en quête de beaucoup de liberté, c'est une de mes valeurs, je me suis retrouvé prisonnier de ma création. Parce que quand on est patron de PME, en fait, on est un peu à tous les endroits. Et il y a quelque chose en moi là qui s'est un petit peu, soit qui s'est cassé dans le schéma, soit surtout qui a dit mais non, mais je dois absolument me libérer. Et donc ce besoin de liberté, c'est-à-dire de sortir d'une espèce de prison dans laquelle je m'étais moi-même retrouvé par un certain nombre de scénarios, de conditionnements de réussite ou de voilà ou de trajectoires que je m'étais donné. C'est venu en plus à un moment qui est celui de la quarantaine, c'est-à-dire qu'il y a aussi une étape de questionnement qui est de se dire mais au fond est-ce que c'est ça la vie que tu veux? Mmh. Il y a un moment donné, je crois, après j'ai mis des mots sur tout ça, j'ai exploré tout ça, donc là je vais en parler de façon plus, on va dire plus précise et très intelligible. Quand on le vit, quand on est dedans, c'est pas aussi simple que ça. Mais avec le recul, effectivement, c'est une période de vie où on a un petit peu, j'ai envie de dire, coché les attendus de la société. On s'est rassuré aussi peut-être sur un plan matériel. Hein, on a peut-être la maison, on a peut-être voilà, on a fait son trou, j'ai envie de dire. Et puis il y a quelque chose à l'intérieur qui vient un petit peu toquer à la porte et qui dit mais ok donc ça c'était bien, t'as fait ça, c'est super, mais c'est ça que tu veux vivre?
Et est-ce que c'est ça que tu veux vivre pour le restant de tes jours? Est-ce que c'est ça la promesse que tu t'es faite ou la promesse dont la vie est porteuse? Et il y avait en moi quelque chose qui hurlait et qui disait: «Mais là, je suis en train de passer au large. Je suis en train de passer au large de mon existence». Alors, quand je dis ça, il n'y a pas de regret, hein. D'ailleurs, je ne croise pas beaucoup de gens qui regrettent. On peut s'être laissé prendre, et puis il n'y avait pas que des côtés négatifs. Mais par contre, là, par rapport à ce que j'avais envie de vivre et quelque chose qui m'habite, moi, depuis, je pense toujours, c'est j'ai soif, en fait, de la vie. J'ai soif, j'ai du mal à me satisfaire de la routine. J'ai du mal à me satisfaire d'une vie en surface, si je le disais comme ça, sans jugement de valeur, hein. Et donc il y a une forme d'exigence pour moi heu, oui, d'aller à la rencontre du mystère, de d'être aventureux, parce que c'est en sortant de sa zone, de quiétude et de confort que la magie opère. Mmh. Donc voilà, il y avait ça qui disait, en fait, si tu continues comme ça, et tout m'invite, tout le système, en fait, c'est ça qui est quand on est dans un schéma de «réussite» entre guillemets, hein, sur ce plan matériel ou social, tout invite et toutes les peurs sont convoquées pour ne pas changer, au fond. Parce que moi, ce que j'ai décidé, c'est de tout arrêter, hein. Donc j'ai vendu, puis j'ai arrêté sans savoir ce que j'allais faire. Donc j'ai vraiment décidé de mettre un grand stop parce que je ne savais pas comment faire autrement, en fait. D'ailleurs, l'idée de transformer mon entreprise, n'était pas du tout dans mon radar de l'époque. Je ne savais pas qu'on pouvait manager autrement. J'estimais que j'étais prisonnier, qu'il n'y avait pas moyen d'en sortir. Donc ma seule façon, c'était de mettre un gros coup de pied dans la porte et de sortir. Mais il y a tout qui, à ce moment-là, se manifeste et qui dit: «Mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu veux vraiment aller dans ce vide, où il y a plus de repères, où tu n'es plus personne, où tu perds ton identité sociale?» Parce que du coup, j'ai ouvert un temps de jachère assez long, où j'ai déconstruit, en tout cas un certain nombre de représentations, et où donc j'ai rencontré ces fameuses peurs. Mais pour moi, la plus grande peur est assez, je suis plus en paix maintenant, mais à l'époque, c'était très présent. C'était encore une fois, de passer à côté de la vie et de me réveiller un beau jour en me disant: «Mais en fait, tu n'as pas vraiment vécu». Et une personne qui m'a aidé en ça, et c'est pour moi un des plus beaux cadeaux qu'il m'ait fait, c'est mon grand-père. Parce que mon grand-père, sur son lit de mort, m'avait dit, il m'avait dit, et c'était assez touchant, c'était triste, mais il m'a fait ce cadeau-là. Il m'a dit: «Tu sais, j'ai pas vraiment vécu, j'ai été vécu». Et par là, il voulait dire il avait mené sa vie, il s'était fait un peu balloter par les choix des uns et des autres, par les circonstances, par, vous voyez, quelque chose où il y avait une forme de passivité, et donc quelque part un immense regret à la fin. Mmh. Et il m'a fait ce beau cadeau, et donc je l'honore pour ça, parce que du coup, moi, il y avait cette force de vie, qui y a toujours d'ailleurs, hein, qui s'exprime un peu différemment maintenant, mais qui est de dire: «Ben non, mais on peut avoir cette «exigence» entre guillemets de la vie». Et encore une fois, bah oui, ça veut dire quand même prendre des risques, ça veut dire aller un peu contre beaucoup de mouvements contraires. Être soi, c'est coûteux, ça a un coût, faire ses choix en homme ou en femme libre, ça a un coût. Mais pour moi, il y avait pas d'hésitation, tellement la poussée existentielle était importante. Hem Et puis, si on ajoute à ça, hem, le sentiment que j'avais de façon très marquée, parce que j'ai eu la chance de pas mal voyager quand j'étais jeune, et donc aussi d'avoir, malgré tout, un regard sur le monde et sur, le fait qu'une grande partie du monde vit quand même dans le dénuement, vit dans des niveaux de confort et de bien-être qui sont très, très loin du nôtre. Et donc en étant conscient de ça, et en étant conscient aussi des défis environnementaux et la façon à laquelle aujourd'hui les choses s'effondrent, pour moi, c'était devenu intenable de continuer comme si de rien n'était. Et de dire: «Bah, voilà, bah, moi, c'est super, ma boîte va très bien, et puis, c'est super, j'ai des salariés, je gagne bien ma vie, et puis l'année prochaine, on va faire encore mieux». Il y avait quelque chose qui était là aussi, qui était plus haut, du tout en accord avec ma conscience, et donc Mmh.
à un moment donné, on peut pas pour moi, il y avait quelque chose de plus être spectateur de ça. C'était impossible. Dans ma structure de personnalité, j'ai du mal à faire ce type de compromis-là. Alors on les fait tous plus ou moins consciemment, hein. Je veux dire, j'ai aucune exemplarité ici, mais en tout cas pour moi, pour être en paix, c'était impossible de pas à un moment donné mettre les 2 pieds dedans. Mmh. Tu étais quel type de patron, de leader à l'époque? Quand tu étais, justement entre 30 et 40 dans cette société? Moi, j'ai toujours eu beaucoup de valeurs humanistes, on va dire ça comme ça. Je suis emprunté des chemins spirituels assez tôt, enfin philosophiques pardon, assez tôt, centrés sur l'humanisme. Donc le sujet même de notre job, c'était quand même de prévenir la souffrance au travail. Donc Mmh. j'ai toujours eu, je pense, une attention très importante aux hommes, aux femmes, en disant: «Ça, c'est au-dessus de tout». Heu Après, heu, quand je regarde a posteriori la façon dont je dirigeais la boîte, c'est petite, hein, on était une douzaine, hein, c'était pas très gros, mais il y avait encore quelque chose de très pyramidal. Il y avait quelque chose quand même, en termes de partage du pouvoir. J'étais très, très loin des organisations libérées ou très, très loin aussi heu, de mettre des mots sur l'intelligence collective ou de questionner la gouvernance. Enfin, voilà, j'étais un patron qui s'était construit un peu comme il avait pu. Je me m'étais débrouillé, j'avais mes valeurs, donc ça c'était le socle. Mais j'étais tellement la tête dans le guidon, et c'est pour ça que je garde toujours un regard sur les chefs d'entreprise, un regard qui est bienveillant. Parce que j'étais accaparé par le fait de faire tourner la boîte et d'assurer sa survie. Et parfois on mésestime en fait à quel point tout ça occupe l'espace. Et donc, quand on demande à un dirigeant ou un leader d'aller se remettre en question, et ils doivent le faire, d'aller remettre en question ses modes d'organisation ou gouvernance, il ne faut jamais perdre de vue que c'est un surcroît d'effort qui est demandé. C'est pas anodin. Donc voilà, moi j'étais dans l'ignorance d'énormément de choses, si je reprends un terme plutôt bouddhiste, Mmh. j'aime beaucoup, il est non jugeant. En changeant de vie, en faisant le choix de dire stop, est-ce que tu as eu le sentiment de renoncer à beaucoup de choses? Hem, alors, j'ai jamais regretté, c'est un début de réponse. Peut-être pour donner les éléments de contexte, donc j'ai changé de vie, c'est-à-dire que j'ai organisé ma sortie, heu, donc j'ai pu me préparer un petit peu, c'est-à-dire que j'ai accompagné ma boîte pendant 3 ans, j'ai cédé le contrôle, puis 3 ans plus tard, je suis parti. Donc je me suis un petit peu préparé. Ensuite à ouvrir, donc ça a duré 9 mois où pendant 9 mois, mes enfants m'ont beaucoup vu. C'est usé comme ça. Donc 9 mois vraiment de jachère, complet. Donc du coup, je dirais que le deuil, j'ai eu le temps de le faire. Après, une fois que j'ai fait ça, donc j'ai jamais regretté la moindre chose. Et qu'est-ce que ça m'a coûté? Pardon, j'étais en train de dire ça pour expliquer quand même que je me suis offert une forme de confort. Je me suis fait un petit peu accompagner. On m'a dit: «Voilà aussi les phases par lesquelles si vraiment tu mets tout à plat, les phases par lesquelles tu risques de passer. Voilà le type de changement auquel tu es confronté. Voilà ce changement-là», bon, peu importe les mots qu'on met dessus. «Donc ça va pas être simple tous les jours, donc voilà», et donc, hem, du coup, j'ai pas eu le regret de celui qui dit: «J'ai fait une connerie». Ça, jamais. Je savais que ça allait pas être simple, mais la poussée était trop forte. Heu, oui, des fois, j'ai peut-être pu me dire, que j'avais quitté un confort, heu, voilà, une certaine forme de confort. Ça peut venir chercher quand il y en a des moments de doute ou quand on rencontre des densités, assez fortes dans son nouveau projet de vie. Voilà, cette petite voix intérieure, mais une fois que j'ai dit ça, non, personnellement, ça m'a pas coûté, pas coûté beaucoup. Hem, Peut-être socialement, un petit peu au début, parce que le regard d'autrui dit: «Oh, voilà».
Ouais, c'est super, tu as vachement réussi. Et au fait, tu fais quoi maintenant? Bah, pour l'instant, je fais rien. Ah, tu fais rien, c'est intéressant. On sent quand même un petit peu Mmh. le plan social qui questionne, voilà. Mais c'est pas des choses qui me pénètrent beaucoup. Il y a des choses, voilà, des choses qui me touchent, ça, ce genre de regard extérieur, moi, me pèse pas trop. J'ai cette chance-là. Donc non, je dirais que le challenge pour moi n'a pas été là. Le challenge a été de maintenir un temps long de questionnement, malgré mes peurs, mes doutes sur l'avenir. Je regarde plus devant moi que derrière. Et donc ça a été de rester fidèle à, au souffle qui m'animait dans ce changement de vie. C'est-à-dire de dire je crois vraiment beaucoup à ça. C'est la voix intérieure que l'on a, cette voix qu'on pourrait appeler celle de l'être, qui se manifeste quand il peut surgir, hein, quand il n'est pas étouffé par le mental ou par nos peurs, par l'ego, etc. Cette voix-là qui se manifeste, quand elle se manifeste, faut l'entendre déjà. Souvent, on sent que ça vibre, on sent qu'il y a quelque chose. Et le challenge, c'est lui donner crédit sur le moyen long terme. C'est pas simplement de dire waouh, j'ai eu un insight, j'ai eu un truc, et puis après j'oublie. Quand on a vécu quelque chose de fort, c'est ce qui a enclenché d'ailleurs mon changement de vie, mes activités d'après, mais c'est vraiment de se rappeler s'il y avait du souffle, il y avait un désir très fort, il y avait une pousse existentielle de quelque chose d'autre, il y avait du rêve, il y avait cette verticalité-là. Et cette verticalité-là, elle n'est pas tous les jours, tous les matins, on se réveille pas avec, mais quand on l'a contactée et quand on sait un petit peu y retourner, c'est vraiment de continuer à lui faire confiance. Et c'est là où la détermination, c'est pas forcément le bon terme. La foi, c'est presque une question de foi. C'est là où la foi va être mise à Mmh. l'épreuve par le réel. Donc le monde de la matière, par rapport à si tu prends si tu as un exemple d'entreprise, enfin ou une inspiration, un désir très fort de monter une entreprise dans tel ou tel domaine, évidemment, le monde va venir te mettre à l'épreuve de ça. Il va pas te mettre à l'épreuve pour te faire souffrir. Il va te mettre à l'épreuve dans le sens de te dire est-ce que vraiment tu es prêt pour aller à une autre étape? Est-ce que tu es prêt à défendre cette flamme en toi? Malgré peut-être, un monde, une société ou des clients qui pour l'instant disent pas oui. Et ouais, c'était plus c'est plus ça que j'ai rencontré, en tout cas. Et je l'ai rencontré assez fort parce que la boîte que j'ai créée s'appelait Monastera, parlait de faire des retraites spirituelles pour dirigeants, pour qu'ils fassent ce mouvement vers eux-mêmes au service du monde et de la transition. On parlait même pas de transition à l'époque. Donc il y avait une dimension spirituelle assumée et donc ça fracassait un certain nombre de tabous. Et moi-même, du coup, ça venait me chercher dans d'autres mécanismes de légitimité, etc. Est-ce que je suis légitime pour ça? Mais en plus, avec le risque des projections des autres qui disent qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Ils nous parlent de spiritualité en entreprise, et donc tout ce que ça veut dire aussi en termes peut-être de peur sur son identité sociale. Hein. Mmh. Donc oui, là, moi, c'est venu j'ai été challengé dans ça, on va dire, par la vie. Est-ce que tu peux nous en dire, quelques mots, sur ce que toi tu appelles, spiritualité en entreprise ou intelligence, spirituelle? On en avait discuté un petit peu, avec Valérie Séguin, qu'on avait reçue, tu sais qui a fait le film, donc qui nous a donné sa définition à elle et sa manière de comprendre ça. Mais je trouve ça très intéressant d'avoir toi ton regard puisque c'est maintenant un sujet que tu portes depuis de nombreuses années. Ben, oui, alors, le on pourrait dire qu'il y a 2 dimensions dans cette intelligence-là. Et clairement, on est sur une intelligence, qui est, à la fois reconnue, hein, comme un des types d'intelligence, par les différentes typologies d'intelligence, mais surtout extrêmement négligée, extrêmement, encore tabou en entreprise. Et donc on pourrait dire, pour simplifier, on a tous une intelligence d'abord de nature existentielle. Et je la sépare de l'intelligence spirituelle, même si elle en fait partie. Une intelligence existentielle, c'est cette capacité que nous avons tous, comme l'exemple que je donnais en ce qui me concerne, à un moment donné, de nous questionner sur le sens de notre existence et de nous questionner plus globalement sur le sens de l'existence. Et donc, on a ce mouvement-là qui est
qui est, on va dire, ontologique, c'est-à-dire c'est lié c'est constitutif de l'être humain. C'est pas du tout ce qu'on a valorisé dans l'entreprise, évidemment. On a valorisé davantage l'intelligence rationnelle, cognitive, qui écrase encore beaucoup les autres formes d'intelligence. On commence à valoriser depuis pas si longtemps que ça, hein, allez, 2 décennies grand max, l'intelligence plutôt émotionnelle. Et il y a cette forme d'intelligence-là qui est en nous et qui consiste pour l'entreprise à se dire: «Mais en fait, les questions que je me pose sur ma vie, sur est-ce que c'est la vie que j'ai envie de vivre? Qui suis-je profondément? Et puis, qu'est-ce que je pourrais amener à la vie? Qu'est-ce que ça serait une vie juste? Comment est-ce qu'on pourrait vivre tous ensemble? C'est quoi la vie?» Vous voyez, toutes ces questions-là qui nous traversent à des moments, eh ben, l'idée, c'est de les convoquer également dans son entreprise. C'est de se dire en tant que leader, en tant que dirigeant, ou en tant qu'homme ou femme, c'est pas des trucs à côté. C'est pas ça uniquement le week-end ou le soir ou en vacances. C'est-à-dire de considérer que ce moteur en moi, qui est un moteur qui aspire à quelque chose, ce moteur peut venir nourrir mon rôle dans une entreprise et peut surtout et également venir nourrir un projet d'entreprise. C'est-à-dire de partir du principe que si quelque chose me questionne profondément sur un plan existentiel, ce questionnement, ce n'est pas que moi avec moi, ce n'est pas réservé dans certains cercles ou à certains moments, c'est quelque chose qui peut venir nourrir aux côtés des autres formes d'intelligence. Je ne dis pas qu'elle vient les écraser, hein, ou être supérieure, mais qu'elle est au moins aussi importante que les autres formes d'intelligence qui ont été mobilisées jusqu'ici. Parce qu'au fond, on en est arrivé à ce point-là aujourd'hui, je pense. C'est-à-dire qu'on ne va pas continuer à faire tourner nos entreprises mécaniquement sans se poser les questions de pourquoi on les fait tourner. Et sans se poser les questions finalement de à quelle société elle contribue et de comment cette société peut refaire alliance avec le vivant. Donc ce mouvement en fait de questionnement profond qui nous traverse, il fait partie des sources qui permettent de remettre en question notre modèle. Mais si je suis coupé de moi-même, et ça c'est malheureusement ce qu'on retrouve énormément, c'est-à-dire des personnes qui sont coupées d'elles-mêmes et qui sont souvent à des gros postes de responsabilité. C'est-à-dire qui ont considéré, parce qu'elles ont introjecté un modèle de leader, qui est le modèle stratège, qui est le modèle visionnaire, qui est le modèle calculateur, qui est le modèle... Voilà, hein, je caricature, mais c'est pour bien comprendre. Elles ont introjecté ça, et donc elles se conforment inconsciemment à ça, en se coupant de tout un ensemble de mouvements plus intérieurs et plus intimes qui seraient ultra bénéfiques s'ils les écoutaient. Donc voilà, donc il y a cette première, on va dire, manifestation qui est vraiment d'oser se dire: «Mais si ça me questionne profondément moi, s'il y a quelque chose qui aujourd'hui dans ma vie n'est pas nourri, s'il y a quelque chose qui est déséquilibré, si je suis, si tout ça a perdu de son sens, si je le mets au travail, ça va me permettre d'aller vers davantage plus de paix en moi, plus d'équilibre, plus de puissance, mais ça va également, profiter, c'est-à-dire ouvrir un champ d'exploration pour mon entreprise». Et quand je dis ça, en fait, il y a quelque chose de très banal dans ce que je dis, hein. Un entrepreneur, quelqu'un qui crée une entreprise, souvent, même s'il ne l'a pas nommé, il y a une dimension existentielle dans sa création. De plus en plus d'ailleurs. Hein, on croise beaucoup, beaucoup moins d'entrepreneurs qui se disent juste: «Je veux gagner de l'argent et je veux faire un produit qui va...» il n'y a pas longtemps, j'entendais que les fabricants de barbecue avaient conçu un barbecue connecté. Donc c'est génial un barbecue connecté, mais on se demande d'où ça vient quand même un barbecue connecté. Donc je pense qu'aujourd'hui les entrepreneurs, je suis pas sûr qu'on ait besoin de mettre des diodes dans une saucisse pour savoir si elle est bien cuite en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des entrepreneurs aujourd'hui écoutent ce mouvement intérieur, plus ou moins consciemment. C'est-à-dire que leur projet est une façon de répondre à un certain nombre de besoins existentiels, qu'ils ont nommés ou pas. Et c'est évidemment très vrai chez les entrepreneurs sociaux notamment et les acteurs engagés dans le changement. Mais donc voilà. Et je dirais la deuxième dimension de cette intelligence-là, et là on est plus précisément sur du spirituel, si on tentait qu'on fasse cette séparation-là, ça serait cette fois là aussi de réaliser que en tant qu'être humain, nous avons une capacité, et là aussi c'est ontologique, c'est-à-dire ça fait partie de nous-mêmes, à nous relier à des plans plus subtils, qui sont, par exemple, des plans horizontaux d'être humain à être humain. C'est-à-dire qu'on peut faire communion ensemble.
Il y a un moment, il y a un endroit où nous pouvons nous relier parce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Et vous avez sûrement fait expérience de moments de communion, quand on va à un concert, quand on va dans un stade, quand on va peut-être à une cérémonie où on chante peut-être simplement quelque chose, on sent qu'on se relie. On est capable ensemble, à un moment donné, de faire un. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui nous rassemble. Et ça fait partie de nous, les êtres humains. Il suffit juste de battre le rythme ensemble, hein, et de voir qu'à un moment donné, on se regroupe, quoi, hein. Et puis, on a une spiritualité qu'on peut appeler, que moi j'appelle verticale. C'est-à-dire une capacité cette fois à se connecter à des choses plus vastes, à se relier à des choses qui nous dépassent largement et à, et à du coup essayer de voir comment est-ce que on peut, euh, comment dire, ouais, se relier, inscrire notre action dans quelque chose de plus grand. Voilà. Et là, je convoque pas de puissance. Hein, je suis pas en train de parler d'autres plans, voilà, de plus subtils, invisibles, religieux. Non, non, je suis juste en train de dire, on a une intelligence qui est capable de se manifester. Je prenais tout à l'heure l'exemple de la nature. Euh, quand on rencontre une nature parfois tellement belle, tellement voilà, on sent qu'il y a quelque chose qu'elle vient réveiller en nous, au fond. Quand on n'a plus de mots, quand on est juste là, dans ce sentiment de plénitude, de paix, heu, et ben, on est relié. En tout cas, on peut avoir ce sentiment-là. Et il y a quand même chaque, chaque molécule, atome, cellule de notre corps vient de la terre. Donc nous sommes la terre, nous sommes nature. C'est juste qu'on a oublié, en fait. C'est juste qu'on est dans l'illusion que nous sommes extraits de notre condition animale ou naturelle, et donc que nous sommes devenus, voilà, les possesseurs, les maîtres de la nature, et cetera. On a perdu, en fait, pour beaucoup, hein, ça, alors que c'est assez facile, finalement, de retoucher, ce sentiment d'unité. Mais, et donc il y a l'idée de comment est-ce que aussi, heu, du coup, un leader quand il sait retrouver cette verticalité-là, peut là aussi venir nourrir le projet de son entreprise. C'est plus moi, mon entreprise contre le monde ou seul face au monde, c'est moi, mon entreprise, relié à d'autres, relié à un territoire, relié à des principes du vivant, relié à des puissances du vivant peut-être, relié à la nature à laquelle nous devons tout. À ce moment-là, je change mon regard sur mon organisation. Je peux la considérer comme une organisation vivante. Je peux venir questionner en fait la nature de ces relations. Je peux venir questionner le fait que la compétition, hein, dans laquelle je suis, hein, les concurrents, le marché, que tout ça sont un peu des constructions et que je peux peut-être changer de regard en me disant mais qu'est-ce que ça donnerait si mon organisation était vraiment reliée, si les êtres humains déjà étaient reliés, hein, sur un plan de cette forme de fraternité que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, s'ils engageaient toute leur humanité, eux-mêmes, toute leur intelligence, tout leur être dans l'entreprise, qu'est-ce que ça donnerait? Et puis ensuite, qu'est-ce que ça donnerait cette organisation dans le monde si elle revisitait son rapport avec le monde? Mais tout ça, ça passe par, à un moment donné, un dirigeant qui sort de son petit moi, hein, de son petit monde, hein. Je sais pas, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste qu'on est tous pris là-dedans. Alexandre Julien, il a cette belle formule qui me revenait en tête il y a quelques jours. Très rigolote quand il parle de l'ego, parce que souvent, quand on est en prise avec nous-mêmes, hein, quand on tourne sur nos problèmes, nos soucis, etc., ce qu'on appelle le petit moi sur un plan spirituel, on pourrait appeler ça l'ego pour faire simple. Et il dit, dans la Bible de l'ego, ça sent le renfermer. C'est-à-dire que plus, en fait, Mmh. je suis sur moi-même, plus je suis coupé. Dès que j'arrive à réouvrir ça, à me décentrer de moi, ça veut pas dire que j'ai pas besoin de prendre soin de moi, hein. Mais là, il y a quelque chose qui se réouvre dans toute cette capacité de connexion. Et aujourd'hui, je pense que c'est assez, je finis sur ce point. hem, c'est ça qui nous fait peur, c'est qu'on a plus on ne s au fond, nous sommes assez seuls face à la spiritualité. Parce que les religions ont beaucoup reculé et on va dire que les dieux, qui se sont de substitution qui ont été, là aussi c'est un peu caricatural, mais c'est un peu de ça quand même,
les dieux du matérialisme, les dieux de l'argent, les dieux du progrès technologique, par exemple, ont pris un sacré coup dans l'aile quand même ces dernières années. Et donc, il y a quelque chose en nous qui aspire à une reconnexion, à retrouver sa place, mais on ne sait plus trop comment faire. Donc, ça fait peur quand on se dit, ça veut dire quoi se reconnecter à plus grand que soi? C'est que des mots, hein. Faut juste faire l'expérience de temps en temps. Et surtout, faut aller jusqu'au bout de l'expérience pour voir que quand, du coup, on se connecte, alors plus grand que soi, ça peut être une cause, hein, ça peut être sa mission de vie, ça peut être, en tout cas, c'est quelque chose qui, à un moment donné, amène de la paix parce qu'on se dit, mon action s'inscrit dans quelque chose de plus grand. Et en faisant ça, ça me soutient. Souvent, c'est mal interprété. Les gens disent, mais c'est écrasant, en fait, je vais pas sauver le monde. Ouais, non, c'est sûr, personne ne doit le sauver tout seul. Par contre, si je m'inscris dans quelque chose où je sais que nous sommes très nombreux, en fait, à œuvrer et que dans ce mouvement-là, je peux amener ma touche, ma singularité, ma personnalité, mes talents, etc. Là, il y a quelque chose qui peut s'apaiser. Là, on a un monde à changer en ce moment. Quand je dis un monde, on a plus exactement un nouveau niveau de conscience auquel nous devons accéder, sous peine de disparaître. Hein, c'est une façon de dire les choses, c'est la mienne en tout cas. Et donc savoir qu'on est nombreux à vouloir faire ce mouvement-là, et de plus en plus nombreux, et avoir des endroits ou des pratiques qui permettent de se relier, c'est pour ça que j'avais initié la communauté des leaders éclairés, c'est avec cette attention-là, c'est extrêmement soutenant. Extrêmement soutenant. Tu vois, c'est marrant, Romain, mais moi, ce matin, j'écoutais un podcast et tu parlais des dieux tout à l'heure, qui ont pris quand même un peu de plomb dans l'aile, celui de l'argent, du matériel, de la techno, et cetera. J'ai quand même l'impression que c'est un dieu qui est assez puissant et que dès lors qu'on l'envoie un peu valser, il revient quand même assez vite. Moi, j'ai donc la personne que j'écoutais ce matin, très belle boîte, très belle réussite, 10-12 000 collaborateurs dans le monde. Et il est très convaincu et très convaincant lorsqu'il dit c'est la techno qui va nous sauver de la situation dans laquelle on est. La techno nous sauvera de cette dérive climatique. Et tu vois, je sais pas si vous vous souvenez, mais enfin, si tu te souviens, il y avait les 4 scénarios de l'ADEME qui avait fait des super infographies, etc. Et lui, il est vraiment dans le truc du technosolutionnisme. Et j'ai l'impression que même sur ces sujets-là, en fait, c'est encore il y a encore beaucoup d'opposition, en fait, entre les différentes façons de faire et assez peu de reliance. Moi, ça m'inquiète un peu, ça. Tu veux dire peu de reliance dans ce technosolutionnisme? Ouais, et enfin, dans cette capacité à faire, en fait, avec des points de vue différents. C'est-à-dire que moi, je crois qu'il manque de personnes qui soient en situation de faciliter et de faire de l'intelligence collective pour tous, quoi. Et de co-construire. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, finalement, c'est pas tellement les institutions qui font ça, ce sont des initiatives privées, ça va être des think and do tank comme Lumia, là où tu es aujourd'hui, ça va être des initiatives créées par Éric Duverger, Yannick Servant autour de la Convention des entreprises pour le climat. Mais tu vois, j'arrive pas à avoir une forme dont on avance tous ensemble. C'est vraiment, c'est un peu advienne que pourra, quoi. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Alors, oui, si tu fais référence peut-être à l'apparente faiblesse des autres modèles par rapport au modèle existant. Mmh. Je ne sais pas si c'est c'est clair que on va dire qu'on on a il y a un monde en fait qui est assis sur un siècle et demi post-industriel, on va dire, ou révolution industrielle jusqu'à maintenant, qui est basé sur un courant de pensée effectivement matérialiste avec des valeurs de technologie, etc., qui est puissant, mais qui est puissant et qui est installé, j'ai envie de dire. Donc, par rapport à ça, les mouvements, on va dire qu'ils remettent en cause, paraissent aujourd'hui disparates et paraissent moins puissants. Mais je pense que
faut se garder de regarder peut-être ces mouvements-là avec le même regard quantitatif que celui du paradigme dont on veut sortir. C'est-à-dire, je suis pas sûr que ça soit les bonnes lunettes. Évidemment, moi aussi, je souhaiterais qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises qui soient engagées dans la régénération socio-écologique qu'aujourd'hui. Je souhaiterais que ça aille plus vite. Je souhaiterais que tout ça soit très coordonné, qu'il y ait des gros poids lourds. Et en même temps, la vie fonctionne pas forcément comme ça. C'est-à-dire que si on s'inspire des principes du vivant, la vie, elle va privilégier beaucoup la diversité, l'hybridation, voilà, la coévolution. C'est-à-dire que ça peut paraître parfois, et ça me traverse, hein, me dire le paradigme de vie, le paradigme du vivant, qui aujourd'hui, je pense qu'il y a un gros clivage en fait, en tout cas vu du point de vue de la France, hein, je ne sais pas au niveau mondial, mais il y a effectivement deux visions du futur qui s'affrontent. Si on me disait simplement, il y a une vision qui est la vision mainstream aujourd'hui, qui est celle du progrès technique, qui à terme veut s'affranchir de la nature et donc faire en sorte que l'homme lui-même s'affranchisse de sa condition naturelle. Hein, le transhumanisme, c'est l'étape ultime de nous renions toute connexion à la nature. Et puis, il y a un mouvement qui consiste plutôt à dire, mais il est urgent et il est question de survie de, au contraire, réintégrer le vivant. D'un nouveau se soumettre, entre guillemets, avec intelligence et en nommant notre intelligence d'être humain, mais se soumettre à nouveau aux lois de la vie et aux grands équilibres qui font que cette Terre existe et que la vie est possible selon un certain nombre de conditions dont nous bénéficions depuis 12 000 ans. Hein. C'est les conditions des limites planétaires. Donc il y a ces deux grands mouvements-là. Et ce deuxième mouvement, évidemment, aujourd'hui est très minoritaire. Mais, comme disait un ami, on entend le bruit d'un arbre qui tombe, on n'entend pas la forêt qui pousse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très difficile de savoir aujourd'hui quelle est la part des gens qui sont en train de faire leur chemin d'évolution de conscience. C'est-à-dire que la partie émergée de l'iceberg, on pourrait baisser les bras et se dire, mais à ce rythme-là, on n'y sera jamais, on ne sera jamais au rendez-vous. Des entreprises qui se changent, qui changent les règles du jeu, voilà, qui œuvrent pour la régénération. Mais en fait, les consciences évoluent. Elles évoluent, sauf que c'est très difficile à mesurer. En tout cas, ça fait partie des choses, moi, qui me soutiennent. Et puis ne pas oublier aussi, autre croyance soutenante, qu'on n'a pas besoin que tout le monde bascule. On a besoin qu'un tipping point, par exemple, de 10, 15, 20% de gens extrêmement motivés donnent à voir le monde de demain pour que l'ensemble de la société bascule. Il y a quand même des études qui sortent et qui montrent qu'aujourd'hui, j'ai une étude passée qui montre, c'est la semaine dernière, qui montre que quasiment 75% des Français sont prêts à une remise en cause du système économique tel qu'il est aujourd'hui. Donc il y a quand même des grands mouvements, mais c'est vrai qu'il y a des emprises extrêmement fortes. Et donc, c'est pour ça qu'on revient à pour moi, cette importance de respiritualiser le monde. Cette importance d'aller convoquer ces autres formes d'intelligence, parce qu'elles nous ramènent sur autre chose. Elles nous font nous poser les bonnes questions. Aujourd'hui, on produit de la richesse économique sans se poser la question de quel est notre projet de société. Donc, on empile les réformettes, on empile les choses. Fondamentalement, quand on parle aujourd'hui de transition, même de transition énergétique, c'est une autre forme de récupération par le capitalisme d'une nécessité environnementale. C'est de faire croire qu'il va juste falloir remplacer une énergie par une autre. Mais ça marche pas. Et surtout, c'est une forme de non seulement c'est de la manipulation, par les mots, mais c'est aussi une fainéantise intellectuelle et morale. Parce que ce qui nous est demandé, c'est de questionner notre rapport à la vie, c'est de questionner fondamentalement qu'est-ce qu'une société humaine et qu'est-ce qui est important dans une société humaine. Quelle est la valeur centrale? Or, aujourd'hui, la valeur centrale de nos sociétés, c'est l'économie. Elle a écrasé les autres, ce qui est une aberration. Parce qu'on crée de la valeur sans savoir finalement à quoi elle sert. On devrait se dire, voilà la société que nous souhaitons avoir. Il y a aujourd'hui des modèles de société du bien-être, donc ça existe, tout ça, il y a des pays qui sont engagés dans cette voie-là. Nous voulons constituer telle société en accord avec, évidemment, les ressources aussi que la nature nous offre. Et donc, à partir de là, comment produisons-nous la richesse pour produire cette société?
Mais aujourd'hui, notre modèle, c'est un peu c'est un truc qui tourne sur lui-même. D'ailleurs, qui ne fonctionne que parce qu'il continue à tourner un peu vite sur lui-même. Donc, voilà, donc, c'est pas mauvais, j'ai envie de dire qu'à ce stade, en tout cas, si on vient sur le champ qui m'occupe depuis 1 an et demi, qui est celui de la régénération socio-écologique, je le vois pas comme un mauvais œil, le fait que pour l'instant, il n'y ait pas une unification des acteurs. Parce que cette diversité Mmh. est source de richesse. Ces acteurs, d'ailleurs, se regroupent. Cette semaine, moi, je vais participer aux rencontres de tout cet écosystème d'acteurs autour de la régénération. Donc, on se regroupe, on discute, on essaye de s'harmoniser, mais en même temps, personne n'a la solution. Personne ne sait exactement. Et donc, c- c'est intéressant, je crois, de ne pas passer d'un système de pensée à un autre. C'est pas de se dire: «Je me libère d'un système de pensée ou d'un système économique pour aller tomber dans un autre». Ça, c'est notre mental aimerait bien ça. En fait, il aimerait bien on passe d'un plan A à un plan B. Mais on est, je crois, invité aussi à sortir de ça. On est invité à coévoluer avec la vie. C'est-à-dire à accepter que nous sommes dans le complexe, et que, il faut composer, il faut réapprendre à composer avec des forces qui nous dépassent, avec des choses, une incertitude, une complexité, des paradoxes. Voilà, l'esprit humain déteste ça, mais c'est ce qui pourtant nous est demandé aujourd'hui. Hem, donc hem, donc voilà, c'est Mmh. inconfortable, mais c'est agréable aussi de se dire que du coup ça foisonne. Ça foisonne dans tous les sens, ouais. Et Tu fais un petit clin d'œil à Edgar Morin. Mmh. peut-être, je ne sais pas, je l'ai pas lu. Mmh. Non, parce que lui, c'est sa théorie de la complexité, c'est ça, hein. C'est l'esprit voudrait simplifier, mais c'est ce qu'on vit et la vie est très, très complexe. Ouais, c'est Et c'est vraiment encore une fois, pour moi, il y a beaucoup de choses. C'est un sujet qui m'a passionné, que j'aime beaucoup, je continue d'ailleurs d'enseigner un petit peu là-dessus, autour de cette mécanique de l'ego, en fait, de comprendre que ce qui nous est demandé, c'est à la fois évidemment un travail personnel, de comprendre ce qu'est l'ego, voir dans quoi dans quelles impasses de vie il nous emmène, comment il nous déconnecte voilà, de choses plus vastes, plus belles, plus nobles que porte l'être humain. Mais il y a aussi l'ego collectif. On a un ego d'espèce aujourd'hui. Il va falloir qu'on le déconstruise, cet ego d'espèce. C'est-à-dire cette espèce supérieure. Non, elle est singulière, mais elle n'est pas supérieure. Et quand on regarde un chien, quand on regarde comment vit un chien, ben, on apprend des choses. Donc il nous enseigne tout le temps, un chien, par sa façon d'être. Bon, nous, on a d'autres capacités, notamment cognitives, mais voilà, on n'est pas au-dessus de ça. Et donc il y a rien, je pense. D'ailleurs, c'est une des grandes qualités spirituelles, c'est vraiment de revenir à cette humilité. Et c'est le met au travail, hein. Moi, ça me met tout le temps au travail, mon ego en permanence. Parce que c'est des schémas comme tout le monde, inscrits, et ça hurle à l'intérieur, en fait, de dire: «Ah, tu Mmh. sûr?» et cetera. Parce que l'ego résiste, l'ego a peur, l'ego voudrait oui, voilà, il voudrait être reconnu, on voudrait avoir de l'impact. Voilà, ça, c'est des choses qu'on trouve chez les acteurs du changement. Donc on est pris dans des trucs comme ça, alors que le chemin, c'est un chemin d'humilité. Donc oui, c'est complexe. Oui, on sait pas où ça va. Hem Et c'est là où, à un moment donné, c'est intéressant, effectivement, oui, d'avoir foi. Et foi, ça veut dire avoir la confiance dans la vie. J'ai une femme qui m'accompagne, qui m'a fait ce cadeau un jour, et qui m'a dit, je lui dis: «Mais bon sang de bois, regarde, comment tu lis ça, toi? On a l'impression que ça s'effondre de tous les côtés». Et elle me dit 2 choses. Elle me dit: «Tu sais, déjà dans la Trimurti indienne, c'est les 3 dieux principaux, de l'hindouisme. Dans la Trimurti, il y a Shiva. Et Shiva, il a ce double pouvoir, entre guillemets, de créer et de détruire. Donc pour que la vie advienne dans une nouvelle forme, bah, il y a une phase de destruction. Donc il y aura des destructions. Et ça fait partie du cycle. Donc ça va pas être agréable. Et en même temps, elle me dit cette deuxième chose, elle dit: «Tu sais, au fond, la vie, c'est ce qu'elle fait. La vie, c'est ce qu'elle fait. Donc
ce qui est en train de se passer là, et qui est douloureux à l'échelle d'un homme, d'une femme, de notre incapacité à prévoir l'avenir, d'avoir le sentiment qu'on n'y arrivera pas, que le système ne changera pas, que la planète va surchauffer, etc. En fait, on ne sait pas. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a une mécanique céleste qui nous échappe, il y a une mécanique du vivant qui nous échappe. Et là aussi, avoir de l'humilité, ça permet de se foutre un peu la paix sur ça. Je trouve qu'il y a souvent, et d'ailleurs quand on regarde les scientifiques, ceux qui ont vraiment poussé les raisonnements et les astrophysiciens, etc., à un moment donné, ils en reviennent à l'humilité. C'est beau de vouloir comprendre les choses, c'est chouette d'avoir cette soif-là, mais il faut surtout pas qu'on soit enfermé dans cette soif de tout comprendre. Il faut qu'on puisse aujourd'hui, et ça, on revient un petit peu sur Terre, peut-être avec les dirigeants et les gens qui ont le pouvoir de décision. Il faut qu'on réapprenne à prendre des décisions qui sont basées sur ce que l'on souhaite voir advenir et pas uniquement sur ce qui est raisonnable ou ce qui est rationnel. Nous devons réapprendre à prendre des décisions qui sont aspirationnelles. Parce que et j'ai envie de dire, la période n'a jamais été aussi propice à ça, parce que même ceux qui prennent des décisions rationnelles, vu le foutoir dans lequel on est, leur raisonnement en général ne tiennent pas beaucoup la route. Et donc ceux qui sont basés uniquement sur leur tableau Excel ou les années précédentes ne seront pas capables de piloter dans les périodes qui arrivent. Donc j'ai envie de dire, youpi, c'est le moment de lâcher les chevaux sur ce à quoi on souhaite vraiment, parce que personne ne dit que c'est moins rationnel que des décisions qui ont l'air plus conventionnelles. En fait, on ne sait plus. Est-ce que, Romain, ça a été un chemin pour toi, et depuis quand? Puisque tu nous as expliqué ce point de bascule avec cet appel très fort de prendre ta place, ou en tout cas de proposer, d'accompagner et de remettre de la spiritualité dans l'entreprise, ou en tout cas de soutenir les leaders par cette voie-là. Comment est-ce que toi, tu vois, quel a été ton chemin avant ça? Comment tu t'es éveillé? Est-ce que ça a toujours été présent en toi, ce questionnement sur l'ego, ou est-ce qu'il y a eu des choses, ou des rencontres ou des lectures qui t'ont ouvert progressivement? Alors, disons que moi, mon bagage, on va dire, initial sur ces sujets-là, il est plutôt, oui, il est plutôt on va dire psychologique, développement personnel. Ma mère était thérapeute, coach, donc j'ai baigné dans ça, on va dire, tout petit. Et puis toute cette phase que j'ai décrite un petit peu de chef d'entreprise, etc., m'ont amené, et puis les enfants, et puis tout ce qui va avec, m'ont amené à mettre de côté, sans m'en rendre compte, toute toute cette part spirituelle. Et je sais même pas si, en fait, au fond, elle s'était, je sais même pas si elle était présente, mais elle était vraiment très, très faible. C'est-à-dire que pour moi, réaliser que j'avais mis entre parenthèses toute cette part de moi a été pas agréable, en fait. De dire: «Ah ouais, en fait, ça avait complètement déserté ma vie». Donc je me suis voilà, c'est donc après comment j'ai cheminé dans ça? Hem, je dirais, 1re chose, je crois que je crois que les premiers déclics, c'est des rencontres. Moi, ce qui m'a vraiment, mis le pied à l'étrier, ça a été de rencontrer, dans des stages de développement personnel, des hommes et des femmes qui se mettaient debout, qui acceptaient la vulnérabilité, qui acceptaient qu'il y avait ces mouvements de vie qui les traversaient, qu'ils étaient pas, ni Superman ni Superwoman, mais qui pouvaient être libres et eux-mêmes, et qui voulaient vivre en étant eux-mêmes, et que là-dedans, il y avait de la joie. Et c'est comme si ça m'avait à la fois donné une autorisation énorme, parce qu'ils étaient beaux à voir, et en même temps, me dire: «Mais en fait, ils ont également leurs ombres et leurs blessures». Et donc il y avait quelque chose, du coup, de très atteignable et de très inspirant et de très vrai. Moi, c'est l'authenticité du croisement d'autres personnes qui étaient en chemin, qui étaient en prise avec, voilà, ces mouvements-là, qui m'a réveillé un petit peu, en me disant: «Mais ouais, waouh, mais ça a l'air vachement chouette, en fait, ce qu'ils font».
Ça a l'air super libérateur. Moi, j'ai envie de goûter à ça. Et puis après, j'ai commencé à... Alors, j'ai pris des chemins, j'ai beaucoup lu, j'ai toujours beaucoup lu sur ce sujet-là. Mais on va dire que je suis allé j'ai fait des différentes retraites dans différents environnements. Donc, j'ai eu beaucoup d'enseignements. J'avais une soif très forte de sagesse, une soif très forte de spiritualité. Donc, j'ai étudié pas mal de choses. J'ai rencontré des gens à nouveau qui m'ont ouvert beaucoup de possibilités, qui m'ont... Et c'est comme si, pour caricaturer, j'ai découvert, j'étais patron de PME pendant cette douzaine d'années. Mon univers était tout petit. J'ai réalisé que mon univers était tout petit. Et puis par des rencontres, par aussi évidemment des lectures, par des découvertes comme la théorie U, voilà, toutes ces choses-là, voilà, tout ça. Et puis surtout après, le fait de moi-même commencer à accompagner d'autres sur ces chemins-là. Donc de m'imposer du coup, de continuer moi à être en chemin. Ça vient nourrir un cercle vertueux, c'est-à-dire d'accompagner, et c'est là où c'est intéressant l'accompagnement, c'est de pas accompagner à partir d'une posture haute en disant moi je sais et je vais vous montrer le chemin, c'est plutôt venez ensemble, on y va. Ouais, ok, j'ai un petit peu emprunté, sinon je vous proposerais pas d'y aller, mais on y va quand même ensemble dans nos fragilités et avec l'idée que chacun puisse nourrir son propre système de croyance par ses expériences. Le spirituel, par rapport à la philosophie, c'est quand même de privilégier l'expérience d'abord. C'est vraiment tu fais l'expérience et puis tu vois un petit peu comment ça vient te pétrir. C'est plus initiatique. En tout cas, ça peut, par rapport à la philosophie qui peut rester plus abstraite, plus conceptuelle. Donc voilà, tu vois, je réponds pas très bien à ta question. Je crois que voilà, les rencontres sont essentielles. En fait, toute la sagesse est là, j'ai envie de dire. Tu ouvres ton navigateur, tu as toute la sagesse aujourd'hui de l'humanité depuis des milliers d'années. Donc parfois on peut être perdu d'ailleurs avec tout ça. Moi j'ai toujours évité de rentrer dans un truc sans fin, d'empiler les stages et de vouloir décortiquer toutes les facettes de ma personnalité. Alors je suis allé en thérapie, je me suis fait coacher, je suis devenu coach, j'ai fait beaucoup de choses, mais avec toujours l'idée de pas retomber dans un piège de l'ego qui est de venir, revenir polir l'ego sans s'en apercevoir. Donc il y a quelque chose qui à un moment donné doit s'inscrire dans l'action et c'est toujours tu disais tout à l'heure, il y a quelque chose comme, la question c'est autant maintenant l'action qu'on va poser que l'endroit à partir duquel on pose cette action. Et effectivement, on se focalise beaucoup trop, ça fait partie de nos conditionnements, on se focalise beaucoup trop sur le comment on va faire les choses que, à partir de quel endroit on décide de les faire et avec quel esprit on les fait. Donc moi, c'est ça, c'est ces périodes, c'est ces endroits-là que j'ai essayé plutôt de cultiver. Et donc, effectivement, d'aider les autres ensuite à aller toucher cette part qui sait en nous. Et on n'y arrive pas toujours, hein. Et moi-même, j'ai parfois énormément de mal, évidemment, à retrouver le chemin de cet être qui sait qui nous sommes, qui sait ce à quoi on aspire profondément. Voilà, je sais pas si j'ai répondu, du coup. C'est dynamique, tout ça. C'est Oui. dynamique. Il y a eu, voilà, des rencontres très marquantes. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient eu une expérience de vie, une souffrance très forte, voilà, une épreuve, un burn-out, ce genre de choses qui poussent en fait à ce déclic. Je ne crois pas personnellement, pour avoir quand même beaucoup accompagné de gens, que c'est une étape nécessaire. Et enfin, pas nécessaire, c'est sûr, mais indispensable. Je pense qu'on peut aussi évoluer sans avoir ces warnings de la vie qui disent t'es sûr, t'as toujours pas entendu, t'as toujours pas entendu. Alors maintenant, Mmh. je vais t'envoyer l'épreuve, la maladie ou la perte ou le deuil ou la séparation ou quoi que ce soit. Romain, tu le disais tout à l'heure, tu as créé la communauté des leaders éclairés. Comment est-ce que ça te vient? Pourquoi est-ce que tu fondes cette communauté? Et c'est quoi, sa raison d'être? Euh, la communauté, pour moi, ça a été vraiment
le, le fait d'aller offrir un point de règlement à toutes ces personnes qui sont en phase avec cette idée de respiritualiser, entre guillemets, le monde et et d'oser ouvrir cet espace-là dans l'entreprise. C'est comme si, pour moi, il y avait... euh, c'est un chemin qui est difficile, en fait, aujourd'hui, quand on est tout seul. Le monde, le monde dans lequel nous sommes, en fait, rejette ces parts-là. Et l'entreprise rejette par plein de peurs. Elle rejette toutes ces, elle rejette par peur de, voilà, de confusion avec la religion, par peur de, voilà, c'est pas, on nomme pas ces choses-là. C'est comme si on nommait pas la vie, en fait. Il faut quand même voir une chose, c'est comme si on s'interdisait dans l'entreprise de se dire, mais au fond, qu'est-ce qui fait vraiment sens pour toi? Et puis, tiens, en tant qu'équipe, qu'est-ce qui ferait vraiment sens pour nous si on devait contribuer à une meilleure société? Allez, on va un cran plus loin. On s'interdit de nommer qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que nos enfants est un monde suffisamment habitable alors qu'on sait que ce monde... En fait, ces choses-là sont des impensés, sont des choses... C'est comme si on était, je caricature encore un petit peu, mais malheureusement, c'est encore beaucoup ça, c'est comme si c'était tabou, on s'interdit ça. C'est comme si on interdit, on entend ça partout à la radio, on sait qu'on va vers un réchauffement climatique, voilà, on achète énormément de choses, on sait que notre société est quelque chose qui tourne par rond, nous avons nos enfants qui, certains d'entre eux nous disent, on veut pas nous-mêmes avoir d'enfants, vous avez vu le monde dégueulasse que vous nous livrez, et en fait tout ça, on le laisse à l'extérieur. Comme, oui, c'est presque énorme en fait quand je lui dis. Et donc, on accepte d'aller au travail. Encore une fois, c'est un conditionnement, c'est-à-dire qu'on a hérité ça de nos aïeux, pour qui il n'y avait pas la question. Tu vas, tu bosses, tu gagnes ta croûte et c'est tout. Et donc, tes questions existentielles du sens profond de la vie, ça n'a pas sa place dans l'entreprise. Enfin, en fait, si. Maintenant, ça doit avoir sa place. Alors, pas toujours, pas forcément à toutes les réunions, mais il faut que nous soyons en capacité de convoquer ça. Sinon, nous allons perpétuer un système hors sol qui continue à produire de la valeur. Alors, certes, il en produit bien, certes, il fait vivre des emplois, certes, mais on est au bout de ce truc-là, complètement au bout. Donc, pourquoi créer une communauté? Parce que il y a besoin, aujourd'hui, encore maintenant, la difficulté de nommer ces choses-là, il y avait besoin quelque part d'un porte-étendard qui dit si, on va foutre les pieds dans le plat, on va vraiment oser transgresser entre guillemets ce tabou-là, et on va le faire de façon totalement libre, avec une association qui n'a de compte à rendre à personne. Et on a lancé cette association avec un grand message, comme si on avait planté un bâton dans le sol en disant on pense, voilà, et on vous fait cette proposition que le spirituel, ou on va dire questionner le sens profond des choses, c'est devenu indispensable pour qu'on se réinvente. Si ça vous intéresse, venez. Hein. Et ça voilà, et ça a été lancé comme ça, et c'est parti d'une poussée très forte pour moi, si je le place à un niveau personnel, qui était simplement euh, de vibrer ce que j'avais, de vibrer ce qui était en moi. Donc, j'ai fait un livre sur l'intelligence spirituelle qui m'a occupé pendant presque 2 ans. Quand ce livre, je l'ai remis à mon éditeur, je me suis dit, il sert à quoi ce livre? Ce livre va servir d'appui au lancement d'une association. Et donc, c'est comme ça que les choses se sont mises en place. Ce sont des espaces, encore une fois, qui sont très délicats. Donc, les gens ont besoin, mais ils ont du mal à les installer dans leur entreprise. Pas facile de tomber le masque, c'est pas facile pour montrer sa vulnérabilité, c'est pas facile de se lever dans le système en disant mais je suis pas d'accord, notre boîte crache du bénéfice et qu'est-ce qu'on en fait, ou on continue de faire du greenwashing. Ou est-ce que vous avez des espaces où vous pouvez aller déjà pouvoir l'exprimer, ce qui est une façon de retrouver une forme de paix, et puis surtout trouver du soutien pour vous dire mais si, continue, tu as raison d'aller dans cette direction. Nous sommes assis de doute, comme nous ne savons pas, nous n'avons pas de certitude. Vous voyez, pour revenir juste, là où je trouve, par rapport à ce que tu disais, Romain, par rapport aux acteurs du changement, de cette transition, ce que je regrette, c'est effectivement qu'il y a quelque chose qui reste encore un petit peu modeste dans le monde de demain. C'est-à-dire qu'on dénonce, on est assez en phase sur le fait que le monde doit changer, mais on a encore du mal à habiter pleinement la beauté que serait ce monde de demain.
Alors que le paradigme dominant, lui, il a aucun problème à nous bassiner avec des choses qui sont souvent très fausses. Tu parlais de technosolutionnisme. Eh ben, il n'y a aucune étude aujourd'hui qui montre que les innovations qui sont dans les cartons, ne serait-ce que par exemple capter le carbone, rien ne prouve scientifiquement que les technologies vont répondre aux enjeux à l'échelle de la planète. Rien. Ça n'empêche pas les tenants de ce paradigme-là de prendre la parole et de nous faire miroiter énormément de merveilles. Et donc, de l'autre côté, il y a quelque chose qui, effectivement, ne se manifeste pas encore. Moi, j'essaie, au niveau de la régénération socio-écologique, d'y amener du souffle, d'y amener la beauté de la vie, d'y amener la puissance du vivant. C'est-à-dire d'amener ce récit qui n'est pas du pipeau, hein, parce qu'elle est belle et elle est puissante, la vie. Mais vraiment de le manifester dans tout son potentiel. Et donc surtout pas de réduire la régénération à des nouvelles technologies ou des nouveaux processus ou à simplement des nouveaux modèles économiques. Non, on parle bien de renverser la table, on parle bien de refaire alliance avec les vents, on parle de plein de choses. Et, et donc il y a d'un côté un paradigme qui se pose aucun complexe pour nous vendre du rêve, alors que plus personne n'y croit et surtout qu'il n'y a pas de faits scientifiques. Par contre, les faits scientifiques quant à l'effondrement de la biodiversité, ceux-là, ils sont avérés. Et donc, vous voyez, on confond les faits et les croyances, des fois. Et est-ce que c'est pas aussi une certaine forme d'humilité? Parce que quand tu parles de sagesse et de... Oui, ça demande de l'humilité de renouer avec tout le vivant, comme tu le disais tout à l'heure, et de ressentir au plus profond que l'être humain n'est supérieur en rien, que on a très très peu de réponses finalement. Et tu vois, quand tu te relis à ça, est-ce que ça devient pas plus difficile du coup de prendre la parole haut et fort pour réaffirmer les choses, pour faire rayonner ta vérité, pour se faire entendre dans le monde dans notre réalité? C'est-à-dire, tu veux dire l'espèce de paradoxe entre humilité et se faire entendre, c'est ça? Exactement. Moi, ce qui m'inspire beaucoup dans ces paradoxes-là, encore une fois, c'est des hommes ou des femmes qui l'habitent, ce paradoxe, ou qui n'en est plus un du coup pour eux. Par exemple, tu prends des sages, je sais pas, prenons l'exemple de Mathieu Ricard. On sent qu'il habite ce qu'il fait. C'est un homme en plus qui agit beaucoup. On sent qu'il y a quelque chose qui est très en paix en fait. Quand il vient prendre la parole, il n'a pas envie de vous convaincre de quoi que ce soit. Il délivre son message. Quand je cherche à convaincre de quelqu'un, ça veut dire que il y a quelque chose qui se tend en moi, il y a mon ego qui rentre en jeu. Mais quand je suis en plein intérieur et que je suis pleinement dans mon message, que je l'habite, là, je suis dans potentiellement la puissance, là où je suis entendu. Donc, ce qui est important, c'est de savoir à partir de quel endroit on parle, en fait. Nous avons besoin d'hommes et de femmes, j'ai envie de dire, dans leur puissance d'être, pour, euh, pour cette transition qui nous est demandée. Ça veut dire d'hommes et de femmes qui servent quelque chose qui n'est pas eux. Donc, on peut être humble pour soi et très ambitieux pour son action. Je crois que euh, je crois que c'est jouable, c'est tout à fait possible. Et les gens le sentent. Tu vois? Mais ça implique d'avoir nettoyé l'ego, ça implique aussi d'être bienveillant avec soi-même, parce que des fois, on a besoin, moi le premier par exemple, d'avoir du répondant, quand je donne des conférences, j'en donnais une il y a 15 jours, où il y avait une résonance du public qui était très, on va dire très, très moyenne, et il y avait un petit bout de l'ego en moi qui disait, tiens, aujourd'hui, t'es moins bon, t'es moins performant, tout blabla, en fait, on s'en fout. Oui, donc, non, je crois pas que ça remette en cause la nécessité d'avoir des leaders humbles, des leaders au service. Je pense c'est urgent. Nous avons par contre besoin de gens qui habitent pleinement, donc qui ont pu, par leur expérience, intégrer dans leur corps, leur âme, ce pourquoi ils travaillent, ce dans quoi ils inscrivent leur action. Et ça passe par l'expérience. Ça se passe pas dans les bouquins.
Et donc c'est peut-être ça c'est ça dont on manque, peut-être aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de greenwashing, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de suspicion aussi. C'est qu'on sent, comme nous sommes tous, notre sensibilité aujourd'hui aux pipeaux augmente de jour en jour, hein. Mmh. Que nous sentons quand c'est fake. Pourquoi? De plus en plus, parce qu'on baigne dans un tel bain, sur ces sujets, on va dire, par exemple environnementaux ou sociétaux, qu'on a un nouveau radar maintenant qui existe, si je le dis comme ça. Ça ne nous empêche pas de nous faire avoir, mais globalement, on sent quand la personne parle à partir d'un espace, qui a été nettoyé et surtout d'une expérience et de convictions qui sont profondes. Et puis surtout, on sent quelqu'un qui a peu envie, en tout cas moi c'est un des ressorts que j'utilise quand je suis dans ces endroits de tension interne, me dire: «Mais je cherche à convaincre personne». En fait, dès qu'on cherche à convaincre, on est déjà dans une énergie de pouvoir sur l'autre. Vous voyez? Je ne sais pas comment le dire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie, qu'on n'a pas une mais je préfère parler d'une intention, que l'autre touche quelque chose, que l'autre, que ça résonne pour lui, que ça vienne réveiller quelque chose en lui. Ou alors que ça soit partage de cœur à cœur, mais plutôt que de vouloir convaincre. Parce que dès que je suis dans une énergie de convaincre, et ben dans convaincre, il y a pas que le mot vaincre. Et donc, on rentre dans quelque Mmh. chose qui est pas forcément bon, quoi. Comme ouais, dans un rapport de force finalement. Oui, c'est ça. Et euh, c'est euh, encore une fois, ce- celui qui a le chemin. Vous savez, dans le bouddhisme, Bouddha a dit, si un jour tu rencontres le Bouddha, tue-le. Ça veut dire vraiment voilà, de toujours garder son libre arbitre, de toujours garder cette humilité, de pas sauter à pieds joints dans ce que quelqu'un nous dit ou, je dis pas qu'il faut être cynique ou critique, hein. Je dis simplement que, faut passer au tamis de son expérience, faut passer au tamis du cœur, hem et donc, et puis surtout, voilà, se forger soi-même, ce qui résonne pour soi. On a besoin de gens conscients aujourd'hui, de gens en conscience. Et encore une fois, c'est très tentant de vouloir épouser des théories toutes faites ou des chemins tout faits. Personne aujourd'hui ne sait quelle sera notre humanité dans 50 ans. Personne. Par contre, on peut réunir nos forces et se dire, ça ressemblerait à quoi le monde de demain? Et se dire, bah, OK, tiens, on partage un certain nombre de choses sur ce monde de demain si on essayait de le faire advenir. En sachant que tout ça, ça va évoluer, ça va coévoluer, ça va être, voilà, il va y avoir des catastrophes, il va y avoir des choses positives, on ne sait pas trop. Euh, mais, euh, mais voilà, oui, humilité, encore une fois, oui. Ouais. Mmh. Ouais. Et du coup, si on reprend ta phrase que j'aime bien être humble pour soi et ambitieux pour son action. Quelle est toi l'ambition que tu as pour ton action? Quel est ton présent et ton futur? Ah, c'est comme un exercice pratique que tu me demandes là, tu vois. Il m'a déjà raconté des trucs. On est dans l'expérimentation, hein. J'essaye d'appliquer la leçon. Alors moi, j'expérimente depuis. Alors, je suis dans un chemin d'humilité parce que j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Lumia. Et Lumia, on est un centre de recherche-action sur l'entreprise régénérative. Et dans dans ce champ-là, nous faisons effectivement de l'exploration de ce que pourraient être les modèles économiques et les formes de leadership qui permettraient aux entreprises de venir régénérer les écosystèmes humains et non humains, c'est-à-dire d'avoir des impacts positifs. On n'est plus dans la RSE qui consiste à dire on fait moins mal, on fait moins de carbone, par exemple. Non, nous, on dit c'est plus du tout suffisant. Il faut aujourd'hui régénérer les cours d'eau, régénérer les champs, régénérer voilà, les sols, régénérer les différents écosystèmes. Donc, on va beaucoup plus loin que simplement se dire on arrête de dégrader. On est allé tellement loin dans la destruction des équilibres du système Terre, si je le dis techniquement, qu'aujourd'hui, il faut renverser la vapeur. Donc voilà, c'est ça notre champ d'expérimentation, d'exploration. Et, euh, et moi, mon expérience dans ça, c'est aujourd'hui, j'ai beaucoup accompagné des dirigeants et des boîtes, donc je continue à le faire.
mais mon aspiration, c'est de produire de la connaissance partageable. C'est-à-dire de faire en sorte que ces expériences qu'on fait et que ces recherches qu'on fait, elles soient diffusées le plus vite possible pour qu'elles servent au maximum de gens. Et c'est là où c'est intéressant parce que je trouve, en tout cas c'est nouveau pour moi dans mon expérience de vie, c'est de se dire, je suis en train de décoller des résultats et ça m'aide comme, aussi quand je suis dans mes démons qui disent que ça n'avance pas, qu'il y a trop peu d'entreprises qui s'y mettent et que même celles qui s'y mettent, elles se heurtent à des difficultés, donc on est loin du compte, et cetera. Il y a une croyance qui m'aide, c'est de me dire: «Ben, peut-être que je ne verrai pas les fruits de mon action. Peut-être que le travail que nous faisons aujourd'hui se manifestera, c'est-à-dire se démocratisera, s'étendra et provoquera un changement de société dans 10, 15, 20 ans. Mais ce travail, nous l'aurons fait». Donc, il y a quelque chose d'accepter qu'on ne voit pas les résultats immédiats de son action, mais qu'on prépare un avenir meilleur pour peut-être dans 2 générations ou 3 générations. On n'est plus dans le même temps. Et le fait de participer à la création de connaissances pour le bien commun, qui part du terrain, qui part d'histoire humaine, hein, de collectifs humains, donc c'est pas hors sol tout ça, hein, et de documenter ça, c'est de la recherche-action, on documente beaucoup ce que l'on fait. On fait pas des missions de conseil, on fait, on résout les problèmes de l'entreprise, mais en même temps, on lui dit: «Ben, on va apprendre de tout, y compris de vos échecs». Et de tout ça, ça va en fait baliser la voie pour toutes celles qui auront envie de l'emprunter derrière. Donc voilà mon ambition, elle est pendant un certain nombre d'années, la communauté, c'était ça, mon bouquin ou beaucoup de prises de parole, ça a été de porter ma voix. Parce que j'avais ce besoin-là aussi existentiel d'ouvrir ma grande bouche et parce que j'ai peut-être quelques talents à cet endroit-là et donc, il y avait un petit bout d'ego et puis, voilà, une capacité à dire des choses, à nommer des choses, sans avoir trop peur. Et aujourd'hui, l'âge aidant, ça se déplace. Peut-être qu'il y a quelque chose, de l'ordre de la transmission aussi qui est en train de s'activer, puisque quand on est dans d'autres phases de vie, on a aussi envie de transmettre. Mais on va dire que je suis encore beaucoup dans l'action malgré tout, mais avec, ouais, en fait, par exemple, j'avais une entreprise, il y a quelque temps là, que j'accompagnais qui était une petite boîte qui disait: «De toute façon, ce qu'on va faire, ça va pas changer le monde» et cetera. On fait des choses merveilleuses, mais ça va pas changer le monde, on est tout petit et cetera. Je lui dis: «Mais alors c'est intéressant de changer ces lunettes-là». Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, heu, de 15 personnes qui, change son modèle économique, arrive à, créer de la valeur, partager cette valeur, régénérer son territoire, nouer des liens avec un agriculteur, peut-être, avoir une chaîne de valeur où derrière on sort en bout de chaîne de valeur dans un autre pays, peut-être des gens de la misère. C'est-à-dire toutes ces expériences-là, faut bien comprendre et la personne a compris que si on en fait un cas visible, cette connaissance-là, elle est accessible au monde entier. Au monde entier. Donc ton impact n'est pas à mesurer sur tes 15 personnes ou sur tes clients ou tes parties prenantes. Bien sûr que là, tu peux le mesurer. Mais ton impact, c'est d'être parmi les entreprises pionnières qui vont permettre de manifester un mouvement plus vaste, qui vont en inspirer des centaines, des milliers et d'autres. Et ça, j'ai envie de dire, euh, c'est l'avantage d'être dans une société de l'information avec le pire et le meilleur. Mais ça, c'est le meilleur. Ça, c'est le meilleur. Et j'en parle, en connaissance de cause parce que nous utilisons dans nos recherches, nous faisons beaucoup de recherches, d'études de cas dans le monde entier. On vient de publier une étude, il y a quelques semaines, qui répertorie plus d'une quarantaine de boîtes qui sont dans le monde entier. Et donc parfois, c'est une toute petite boîte au Brésil. Sauf que cette toute petite boîte au Brésil, elle peut servir de point d'appui pour, des milliers de boîtes en France, sans le savoir. Donc voilà, donc je trouve ça intéressant de, là aussi d'essayer de se libérer des métriques habituelles de mesure de notre performance, de notre impact. Et c'est intéressant de changer le curseur temps aussi de notre action. Parce que Mmh. ça peut nous faire souffrir. Et justement, là encore, on se retrouve un petit peu dans cette perspective ou ce changement de regard qu'amène on va dire, la dimension spirituelle ou verticale. Hein, il y a des peuples, par exemple chez les Navarros,
les Navarros, quand ils prennent une décision qui est importante pour la communauté, ils la prennent en prenant en considération l'impact sur les 7 générations à venir. Ouais, donc cette notion de sagesse pour le temps long, c'est-à-dire de conséquences de nos actes ou de nos non-actes, pour une profondeur de temps comme ça, c'est des choses qu'on ne sait plus faire. Mmh. Donc voilà, c'est une forme de sagesse qui peut aussi soutenir quand on est dans le doute, quand on se dit waouh, je vide l'océan avec une petite cuillère, ou who cares, on s'en fout, ou ça ne fera pas la différence. Bah si, ça peut. J'invite tous les auditeurs là à aller télécharger l'étude sur les entreprises à visée régénérative là sur le site de Lumia. Elle est absolument passionnante. Moi, j'ai eu la chance d'assister à un LinkedIn Live il y a une dizaine de jours peut-être. Vous étiez chez Octo. Christophe partageait ça et après il y a une session de questions-réponses. C'est très éclairant, très inspirant et énergisant de voir que, comme tu dis, même si ces sociétés-là ne sont pas nombreuses, en tout cas pas encore, il n'y en a pas encore suffisamment, certains font et ça donne beaucoup d'espoir. Je disais, Romain, est-ce que tu as un livre à nous conseiller, un ou d'ailleurs plusieurs dans ce cheminement justement, tu vois, parce qu'on chemine ensemble depuis presque 1h30, je pense. Et je n'ai pas envie que tu nous laisses sans quelques. Alors là, Romain, l'autre Romain, vient de nous donner un petit conseil de lecture, mais est-ce que toi, tu en as? Est-ce qu'il y a des ouvrages qui t'ont éclairé et que tu voudrais partager? Bon, il y a un ouvrage qui s'appelle Conversation avec Dieu, qui est vraiment intéressant à lire. Là, on est vraiment sur un plan spirituel, sur un questionnement de Dieu, de ce que nous venons faire sur Terre, en fait, et de qui nous sommes au fond. Je trouve que c'est assez vraiment, c'est puissant. Donc c'est connu, c'est de Neil Donald Walsh qui a écrit ça. Il y en a beaucoup. Il y en a un qui est je crois que c'est Jean Maubourdel, j'ai oublié son nom, j'ai peur de l'écorcher, mais le titre c'est À chacun sa mission. À chacun sa mission, c'est vraiment un bouquin qui travaille cette notion de mission de vie et qui propose des exercices pour s'en approcher. Donc c'est aussi, elle fait partie des bouquins qui m'ont rassuré sur le fait de me dire bah si, tiens, il y a quelque chose qui est un petit peu balisé là. Et donc c'est intéressant parce que ce bouquin aussi, on est dans le champ du psychospirituel, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le champ de l'évolution de la persona, des travaux de Jung, qui à un moment donné s'inscrivent dans quelque chose de plus vaste qui est de l'ordre du spirituel. Donc ça fait une belle jonction. Donc voilà 2 ouvrages. Bon, après, il y a des grands classiques du développement personnel, La prophétie des Andes, qui est quand même chouette à relire, parce que ça ouvre plein de perspectives. J'ai pas vraiment de bouquin de chef d'entreprise qui m'ait transcendé. On est un peu pauvre là-dessus. Il y en a quelques-uns, mais voilà, oui, j'ai envie de dire que je suis noyé comme beaucoup, je crois, par la pile de bouquins que j'ai à lire et que je n'ai pas encore lus. Voilà, il y a une telle connaissance aujourd'hui. Ça aussi, tu vois, ça invite à l'humilité. Moi, parfois, je suis en souffrance plus j'avance dans ma compréhension du monde, de la psyché humaine, de l'entreprise, plus je constate que je ne sais rien. Donc c'est très connu.
hein, mais plus j'en sais, moins j'en sais. Je prends conscience de mon ignorance et ça peut être une source de souffrance. Je vois des gens et parfois je suis attrapé par ça, de vouloir tout comprendre, encore une fois, de se dire: «Ah, mais mon Dieu, c'est des tiroirs sans fin, hein». Puis en plus, il y a un dernier bouquin sur la macroéconomie qui parle de la croissance et il y a un bouquin et cetera et puis d'être noyé dans tout ça et donc je crois qu'il faut faire des choix aussi parce que sinon on est vraiment, encore une fois, confronté à une forme d'impuissance, d'être en maîtrise. Il y a une part de nous, encore une fois, qui aimerait bien maîtriser les sujets, et aujourd'hui, il y a une telle production de connaissances, une telle interdisciplinarité que c'est tout simplement impossible. C'est tout simplement impossible. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de rester modeste, voilà, en tout cas, Mmh. ouais, d'accepter qu'on a qu'un tout petit bout de la réalité. Mais par contre, à cet endroit, si on a un endroit où on est bien, il faut y aller à fond, ouais. Mmh. Et Ouais, faut y prendre du plaisir. et c'est marrant parce qu'on boucle un peu la boucle, de ce qu'on se disait en off avant de commencer l'épisode, parce qu'alors quand on est, étudiant, en psycho et avec tout le reste, je ne te raconte pas la pile de livres, qui s'entassent et tout ce que moi j'aimerais pouvoir, lire, creuser et voilà et quand, dans et la vie réelle, c'est pas les bouquins, c'est pas que les bouquins de psycho, c'est, pour nous, le podcast, les rencontres, mais surtout les enfants, la vie de famille, enfin, toutes les autres choses et ce conflit intérieur, je parle pour moi, mais de la Lucie qui voudrait tout lire et comprendre, dans le fond, voilà, avoir le temps de creuser les sujets et puis, celle qui, est en prise avec le temps, tout en se posant la question de quel est le temps que j'ai envie de vivre aussi. Mmh. Parce que tu l'as beaucoup, évoqué tout au long de cet épisode, c'est en fait, notre rapport au temps. Hem, cette question-là, elle est parfois conflictuelle et elle ne enfin, en tout cas, moi, mon expérience personnelle me demande d'être beaucoup plus douce, tu vois, dans mon rapport au temps et peut-être que c'est aussi une demande, quand tu ramènes, la spiritualité en entreprise, et là, peut-être que la première chose, qui fait que c'est compliqué, c'est que ça suppose un temps un peu plus long, un temps un peu plus tranquille, un temps de questionnement, un temps de dialogue qui est pas, qui est pas le zapping, qui est pas l'express, qui est pas, le très rapide et le très opérationnel. Hem, voilà, Ah oui, mais tu vois? c'est vrai qu'on n'a pas on a on a un petit peu abordé cette notion de temps et tu as raison de revenir dessus parce que, je pense qu'elle est assez centrale. Alors c'est pas forcément le temps au niveau quantitatif, ça serait plutôt, en tout cas moi je le place plutôt sous l'angle de la présence. C'est-à-dire, quelle présence j'ai à moi, quelle présence j'ai à l'instant. La vie se déroule dans l'instant et et ça c'est je trouve que nous sommes tous pris, moi le premier voilà, dans une course, dans une tension intérieure, dans, des tensions productivistes, et puis dans des difficultés à se créer des espaces de rencontre avec nous-mêmes. Mmh. Et des espaces comme ça, et donc c'est pas qu'une question de dégager du temps dans l'agenda. C'est la question de quelles sont les aptitudes, quelles sont les pratiques que je mets en œuvre pour revenir dans le présent. Là où mon esprit m'invite, à aller partout ailleurs et ça c'est tu vois, j'aurais pu te citer des bouquins de Thich Nhat Hanh ou de, je Mmh. veux dire, sans pratique, je crois que c'est très difficile sans pratique spirituelle au quotidien. C'est très difficile sans méditer, c'est très difficile sans avoir des pratiques corporelles ou qui permettent de se on a chez Thich Nhat Hanh, il parlait dans la communauté des pruniers, on parle de revenir à la maison. C'est-à-dire je reviens à la maison, je rapatrie mon esprit dans mon corps et grâce à mon corps qui lui ne connaît pas le futur ni le passé, je réintègre le temps là, l'instant et la vie se déroule dans l'instant Mmh. et
Et ça vient, c'est pas agréable. Mais tu sais, c'est les Kogi, peuple, je crois, un peuple donc de Colombie, qui exprimait ça quand il rencontrait au début les Français, qui disait, vous, les Occidentaux, vous êtes riches de plein de choses, mais vous êtes pauvres en temps. Mmh. Nous sommes pauvres en temps. Et donc, si on veut retrouver du temps, et je pense qu'il faudra aussi accepter de perdre d'autres choses. Mais il est urgent, je crois, de désencombrer nos vies. Moi, c'est une lutte pour moi. Ça fait partie des choses à laquelle je suis en prise. Euh, et c'est pour ça que retourner, par exemple, dans la nature, retravailler son lien avec le vivant, c'est essentiel, parce que le vivant, lui aussi, il ne vit que dans le présent, hein. Le chien que j'ai évoqué, il n'est que dans le présent. Donc, quand tu es avec lui, pleinement avec lui, tu es dans le présent. Et ça, tant qu'on n'adresse pas cette espèce de truc, là encore, c'est un mammouth dans la pièce. C'est-à-dire, tant qu'on désencombre pas nos vies, tant qu'on ne redonne pas du temps à ce qui est vraiment important, tant qu'on n'a pas de sanctuaire intérieur pour se rencontrer régulièrement, pour mettre des mots sur ce qui nous traverse, pour écouter ce qui nous traverse, je crois qu'on se raconte un peu des histoires. Et je parle en jeu, c'est-à-dire je me raconte ces histoires en pensant que je ne suis pas dans la roue du hamster. Non, je suis aussi dans la roue du hamster, sauf que je crois que je ne suis pas parce que je connais plein de trucs. Mais non, en fait, je crois qu'il y a, et je le dis d'autant plus avec force que, j'en suis moi-même, je suis pris là-dedans, mais je vois tellement de dirigeants pris là-dedans. Donc, on veut changer notre boîte, on veut changer plein de trucs, mais tu as affaire à une personne en face de toi qui est quasiment en burn-out. Et tu dis, mais on va rien changer si à un moment donné, on change pas ce rapport-là. Euh, Mmh. donc, euh, donc, merci d'avoir amené ça parce que c'est tellement évident et ça fait tarte à la crème, mais ça l'est pas. Ça l'est pas. Donc oui, nos ancêtres travaillaient beaucoup, beaucoup moins que nous, hein. Je veux dire, c'était pas le même type de travail, mais il y a quelque chose quand on regarde les études sur le travail, et l'histoire du travail, il y a une escroquerie terrible qui s'est passée à un moment donné. Mmh. Nous nous sommes auto pris dans un piège où nous travaillons comme des dingues, en courant après le temps. Là où nos ancêtres, pour certains, et on peut même se poser la question par exemple, des agriculteurs il y a 1 ou 2 siècles, ou même au Moyen Âge, de leur vie intérieure qui était peut-être plus riche que la nôtre. Alors que leur niveau d'érudition était plus faible, mais eux, ils avaient des temps en nature. Eux, ils pouvaient regarder les nuages qui passent dans le ciel. Eux, ils pouvaient s'émerveiller d'un coucher de soleil, là où nous, on est enfermés dans nos tours. Voilà, c'est juste de questionner aussi en profondeur la place du travail. Moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup, beaucoup passionné. Quelle est la place du Mmh. travail dans nos vies? Mmh. Donc oui, on est en prise avec tout ça, ouais. Et je pense qu'on va Mmh. changer le monde aussi et peut-être essentiellement par un changement intérieur. Et donc on va être influencé par une personne, pas uniquement parce qu'elle nous raconte des choses intéressantes et qu'elle le fait avec talent, mais on va être peut-être invité à changer parce que on va sentir en elle une paix, un rapport à la vie qui va nous dire, ah, là il y a quelque chose, et qui va réouvrir le robinet qui était un peu fermé à l'intérieur de nous, en disant, mais si, moi aussi j'aimerais bien que la vie circule comme ça a l'air de circuler chez elle. Et tant qu'on Mmh. est pris dans il faut faire, 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 au détriment de être, alors qu'il faut être et faire, hein, on est bien là aussi on est dans un monde de matière, on s'incarne pour jouer avec la matière, hein, c'est merveilleux. Mais faut être. Hein. Donc voilà, le dernier paradoxe, c'est qu'il y a urgence pour faire plein de choses en très peu de temps pour notre humanité, et en même temps, il nous est demandé de le faire avec une qualité d'être renouvelée, nouvelle, parce que sinon, en réalité, il y a de fortes chances qu'on remplace des choses par d'autres sans avoir vraiment posé la question de la Mmh. conscience, de qui nous sommes en tant qu'être humain et de ce que nous venons vraiment apporter ici. Mmh. Et j'espère que ça, on pourra le léguer à nos enfants. En tout cas, moi, c'est partie des petites choses. J'espère avoir laissé plus tard une empreinte à mes gamins. C'est simplement, vu ce désir d'être vrai, de pas fuir les émotions,
de pas fuir mes états d'âme, et puis de ralentir. Et voilà, et de me poser régulièrement sur un coussin. Et je me dis que ça vaut 1000 discours, mais comment ils auront vu leur père, à un moment donné, et même quand ça va pas bien, se poser sur un coussin. Le reste, c'est du blabla, je suis pas sûr que je sais pas ce qu'ils retiendront. En tout cas, je comprends ta fascination pour les bébés avec tout ça. Et je voulais te remercier vraiment, Romain, parce que j'espère, mais je crois que cet épisode et ces minutes qu'on vient de passer ensemble sont soutenantes. Tu vois, ton message, il est plein de sagesse. En tout cas, tu l'incarnes à partir de ta vérité, de ton cœur. Et donc, ouais, je crois qu'on peut cheminer un petit moment en t'écoutant. Donc, merci beaucoup pour ce beau temps que tu nous as accordé. Et je suis ravie encore une fois qu'on ait enfin pu enregistrer ensemble et discuter ensemble, puisque ton nom est revenu quand même régulièrement dans plein d'autres épisodes pour tous ceux qui les écoutent, parce qu'on a la chance d'avoir des auditeurs qui en écoutent plein, qui sont assez fidèles, et donc je crois que ils connaissaient ton nom soit par d'autres épisodes, soit par peut-être des pratiques ou des rencontres qu'ils ont pu faire déjà avec toi. Et donc, j'espère et je fais le vœu qu'ils aient pu continuer pendant cette heure et demie ensemble à cheminer à tes côtés. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Merci beaucoup à tous les deux pour vos questions qui me font cheminer aussi et qui permettent de passer aussi. Je crois qu'on est tous des passeurs. Voilà. Et de se passer les bonnes choses. Donc merci de m'avoir donné cette occasion-là. Merci Romain. À bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!